Bonsoir, nouvelle semaine pour le 7-8, l'actu sur TV Fil. Nous sommes le lundi 18 novembre. Voici les principaux titres qui seront développés au cours de la prochaine demi-heure. Alors qu'ils manifestaient début novembre, les avocats versaillais ont reçu la visite aujourd'hui de Christiane Taubira. La ministre présente pour échanger avec les conseils des prud'hommes, les juridictions sociales. La justice des mineurs était aussi au cœur des discussions. L'équipe du film de Nabil Ben Yadir qui relate la marche des beurs à travers la France en 1983 était à Montigny-le-Bretonneux. À la rencontre du public dimanche, Jamel Debbouze était présent et puis je recevrai Jérôme Dovio, maître de conférences en sociologie à l'université de Versailles-Saint-Quentin, membre du SNESUP, en question les difficultés financières actuelles de l'établissement. L'image du jour, c'est ce bus qui sillonne Saint-Quentin en Yvelines depuis ce matin jusqu'au 29 novembre. Le bus de l'autonomie qui vient informer la population sur l'organisation des rencontres de l'autonomie, sur la structure à son initiative, Gérondicap. Les rencontres de l'autonomie qui se dérouleront du 3 au 5 décembre, conférences, ateliers, tables rondes, afin de réfléchir autour de l'anticipation du vieillissement, comme nous l'a expliqué Anne Backland. C'est la directrice adjointe de Gérondicap. Les rencontres de l'autonomie sont l'occasion de débattre collectivement sur des questions qui tournent autour de l'autonomie des personnes en situation de handicap, des personnes âgées également. Et cette année, le thème des rencontres de l'autonomie a pour intitulé « Solidarité, anticipation » pour une autre image de la dépendance. Alors, le bus de l'autonomie va effectivement tourner sur l'ensemble des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, plus quelques communes limitrophes. On va pouvoir y trouver bien sûr de l'information sur ce qu'est Gérondicap, sur les dispositifs qui le composent, mais également bien sûr le programme détaillé de ces rencontres de l'autonomie pour inciter les gens à participer le plus possible à l'occasion et des ateliers et du colloque. Je reçois donc à présent Jérôme Dovio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en sociologie à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, Versailles-Saint-Quentin. Par ailleurs, membre du SNESUP, c'est le syndicat des enseignants du supérieur. On va évoquer la situation actuelle que traverse votre établissement. Je vais juste rappeler les faits brièvement. L'université de Versailles-Saint-Quentin, qui est proche de la cessation de paiement, elle ne dispose pas du budget nécessaire pour payer ses personnels en décembre 2013. L'État aurait consenti une avance de la part de l'État. Cette avance s'élève à 4 millions d'euros pour boucler cet exercice. Je précise également que nous avons convié sur ce plateau le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin, Jean-Luc Vessière, qui a refusé notre invitation. Et nous lui avions aussi proposé d'enregistrer son intervention auparavant. Jérôme Dovio, vous dites la situation aujourd'hui est plus grave que ce qui a été annoncé. C'est plus de 4 millions qui manquent dans le budget de l'université ? Non, sur les 4 millions, je n'ai pas de contestation. Non, la situation est grave. Plus grave, je ne sais pas, mais en tout cas est grave. Ce n'est pas moi qui le dis, je pense que la présidence en conviendra, et surtout l'audit qui est en cours par le ministère depuis plusieurs mois pour essayer de comprendre la situation budgétaire du VSQ, le dit très clairement, puisque ces 4 millions permettront, s'ils sont évidemment octroyés à l'université, de passer, je dirais, la période de Noël. A priori, il y a encore une réunion qui est prévue avec le gouvernement des représentants et le président de l'université, ce sera demain. Tout à fait, mais une chose est claire, c'est que ces 4 millions ne permettront que de revenir qu'à un montant zéro, je dirais, du budget, et les difficultés reviendront très très vite, début 2014. Les difficultés aujourd'hui rencontrées par l'université, est-ce qu'il y a une explication ? Oui, bien sûr. Alors, l'explication ne peut pas être complète puisque la situation... la trajectoire budgétaire, si je puis dire, de l'UVSQ depuis 2009-2010, depuis le moment où l'UVSQ, comme beaucoup d'autres universités, toutes les universités françaises en fait, est devenue autonome d'un point de vue budgétaire, la situation n'est pas encore complètement connue. L'audit est en cours et tout n'a pas encore été décortiqué. Pour autant, il y a quand même des explications tout à fait claires, évidentes, et qui sont, je pense, assez connues des personnels et de la communauté universitaire. Dans un courrier interne adressé aux enseignants, le président de l'université évoque la jeunesse de l'université, un fonds de roulement donc très faible et puis aussi un sous-financement de la masse salariale.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux facteurs qu'il faut avoir en tête pour comprendre ce qui se passe actuellement à l'UVSQ. Le premier facteur, effectivement, est national. Là-dessus, je rejoins ce que dit le président. Il est sûr que le budget, il est certain que le budget de l'enseignement supérieur de la recherche n'est pas suffisant en 2013. L'UVSQ n'est pas la seule université en déficit et qui a des problèmes de financement. C'est même l'essentiel de l'université. La plupart des universités sont en difficulté financière. Donc il y a d'abord, effectivement, un facteur national qui est que nous n'avons pas une dotation, comme tous les autres établissements, suffisante pour faire fonctionner notre université. Ça, c'est certain. Alors, ce premier facteur, il est quand même engendré par ces fameuses responsabilités et compétences élargies qui ont été données aux universités et qui, au fond, le principe est très simple. Au lieu de financer les universités selon leurs besoins, pour réaliser leur mission de service public, d'enseignement supérieur et de recherche, on finance les universités avec un budget global, à charge pour elles de se débrouiller avec ce budget. Et ce qui devait arriver, ce que nous avons prévu, et malheureusement est arrivé, c'est que ce mécanisme a permis au ministère de se défausser, je dirais, sur l'université, de faire entre guillemets le sale boulot au président de l'université en disant je vous donne une dotation qui n'est pas suffisante, débrouillez-vous pour faire avec. Donc ça, il y a un facteur national évident, et encore une fois, l'UVSQ n'est pas la seule université. Pour autant, on ne peut pas évidemment pas s'en tenir là, et il y a une deuxième raison Il y a des choix qui ont été faits qui n'ont pas été les bons. D'évidence. Sur quel choix en particulier? D'évidence. Alors, il y a deux, je crois, il y a un problème extrêmement important, c'est que l'UVSQ a décidé, dès 2009, même un peu avant, d'avoir recours massivement au partenariat public-privé pour construire des bâtiments, mais aussi pour signer des contrats de performance énergétique. Alors, ces contrats... Notamment la faculté de médecine. Voilà, la faculté de médecine a été financée sur un partenariat de santé a été financé par partenariat public-privé. Alors, quel est le principe de ces PPP? Il faut bien les avoir en tête. Ils étaient très en vogue sous le gouvernement précédent. Valérie Pécresse les a favorisés. Aujourd'hui, ils ont l'air d'être dénoncés par Eugénie Fiorasso, il faut le savoir, qui a dit que ce n'était pas une bonne manière de financer l'investissement dans l'enseignement supérieur. Effectivement, le problème de ces PPP, nous l'avions dénoncé fortement à l'époque, c'est qu'on ne peut pas faire un raisonnement du type nous n'avons pas les moyens pour réaliser un investissement public permettant de construire l'UFR dont nous avons besoin, l'UFR de santé, qu'à cela ne tienne, empruntons au privé. C'est ça l'idée. Alors évidemment, empruntons au privé, déjà ça coûte plus cher que d'emprunter sur fonds publics, premièrement, et deuxièmement, c'est un emprunt, ce n'était pas du mécénat. On parle d'un loyer de 750 000 euros à l'année pour cette UFR de santé. Et pour un nombre d'années que je ne connais pas, mais qui dépasse les dizaines ou même plusieurs dizaines. Donc c'est une charge extrêmement forte. Alors nous avons le premier faculté de UFR de santé, puis ensuite un deuxième, alors cette fois-ci, je dirais encore plus illégitime, il ne s'agit pas de construire de nouveaux bâtiments, on nous a dit on va faire de la performance énergétique, c'est-à-dire que le chauffage de l'université, l'entretien des bâtiments qui étaient réalisés par nos personnels sur nos fonds propres, on va l'externaliser. Et avec cela, nous allons gagner énormément, puisque nous allons faire de la performance énergétique, nous allons faire des économies d'énergie, et donc tout cela va nous rapporter beaucoup d'argent. Ça, c'était le discours. Ce PPP était signé, ce deuxième donc, en 2011. Et aujourd'hui, je crois, je regrette que le président ne soit pas là pour que nous en discutions, mais il me semble, l'audit du ministère le dit, que plus beaucoup de monde ne croit que ça va nous rapporter de l'argent. Ce qui est sûr, c'est que pendant 25 ans, nous allons avoir des coûts qui vont être croissants. Mais ce que vous dénoncez aujourd'hui, là où vous mettez l'accent, c'est que ce sont des choix de la direction précédente aussi. Il y a eu un changement de présidence il y a à peu près 2 ans sur l'université de Versailles-Saint-Quentin. Jean-Luc Vessière donc, a succédé à Sylvie Faucheux. C'est sous sa présidence que des mauvais choix ont été faits. Le tir n'a pas été corrigé ensuite. Quelle est votre analyse? Si vous voulez, il faut bien, encore une fois, il faut bien comprendre ce qui a été le passage au RCE. On a donné aux universités la responsabilité de tout gérer sans qu'elles en aient, voilà, dans le passage à l'autonomie, sans qu'elles en aient ni les compétences fondamentalement, ni les moyens humains. Donc, bien sûr que les choix fondamentaux ont été faits sous la présidence Sylvie Faucheux. C'est une évidence. Bien sûr que ce n'est pas Jean-Luc Vessière qui a été élu en mars-avril 2012. C'est pas ces choix depuis 2012 qui nous ont mis à cette situation. Ils sont bien antérieurs. Ça, tout le monde le reconnaît dans l'audit. Bon, pour autant, Jean-Luc Vessière, je n'ai rien de particulier contre lui, mais il était le vice-président du conseil d'administration de Sylvie Faucheux. Donc il était aussi, et même au premier plan, de l'équipe de direction. Donc il est quand même aussi, évidemment, je dirais, comptable des choix qui ont été faits. Ça, c'est certain. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand même l'effet de sidération des étudiants et des personnels qui est difficile à vivre. Sylvie Faucheux, lorsqu'elle nous a quittés lors de ses vœux en
en janvier 2012, peu de temps avant de prendre d'avoir son poste de rectrice, disait la chose suivante, je la cite, à Dijon, tout à fait, parmi les rares l'UVSQ nous pouvons être fiers d'être parmi, à l'époque, je la cite, les rares universités françaises à ne pas avoir eu de difficulté à boucler notre budget 2012 et à ne pas geler de postes. Nous en ouvrirons même plus de 60 en 2012. Donc en 2012, tout va bien. Nous sommes les bons élèves de la LRU, nous sommes les bons élèves. Ça veut dire quoi, qu'on masquait la réalité à l'époque? Non, ça veut dire que le budget 2012, il a été analysé, il a été totalement insincère. Il a été voté, ça. Encore une fois, tout le monde le reconnaît, puisque c'est un budget qui a été voté à l'équilibre, c'est obligatoire dans une université, alors que c'est ce budget 2012 qui est complètement déficitaire. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est du budget 2012. Le budget 2013, bon, on essaye de le boucler, mais c'est le budget 2012 qui pose problème, qui a posé problème, du fait de l'accumulation des années antérieures. Donc ce budget-là, personne n'avait conscience, enfin on se doutait quand même qu'il y avait des gros problèmes, mais formellement, tout allait bien. Tout allait bien jusqu'au mois de mars 2013 où on s'est rendu compte que les charges croissantes, les PPP, toutes les charges financières qui forcément que nous aboutir avions, à une situation comme celle d'aujourd'hui. Vous êtes inquiet pour l'avenir de l'université? Pour les postes, pour des formations qui pourraient être supprimées? Soyons clairs, ce qui a entraîné là, je dirais le coup de projecteur sur l'UVSQ, c'est la décision la semaine dernière d'arrêter tous les paiements. C'était une demande de l'État en échange d'une subvention de 4 millions pour boucler ce budget. Voilà, pour boucler le budget, pour boucler je dirais, la trésorerie, pour pouvoir faire face à nos dépenses courantes, les salaires, le chauffage, etc., jusqu'à fin 2013. Pardon. La situation, la difficulté, elles se font déjà sentir depuis plusieurs mois. Il faut être clair. Ça se traduit comment? Tout simplement, 70% des postes qui devaient être ouverts en 2013 ont été gelés, donc supprimés. 500 000 euros a été demandé d'économie aux UFR, formation et de recherche. Donc, de facto, nous avons déjà soit fermé des travaux des TD, soit il y a des filières qui sont déjà en difficulté. L'UVSQ avait été reconnue comme étant une fac, je dirais, à la pointe sur le plan réussite licence. Moi, je dirige un département dans l'UFR de sciences sociales. C'est clair, je n'ai pas ouvert de tutorat cette année depuis la rentrée. Une université en faillite, c'est possible? Une université en faillite, alors ça dépend, faut voir ce qu'on entend derrière. Jean-Luc Vessière, c'est dans son message, je pense que c'était quand même extrêmement maladroit, nous a expliqué qu'il avait tenu bon et ferme sur ses engagements et donc que les salaires allaient pouvoir être payés en novembre et décembre. Soyons sérieux. Il est évident qu'on ne va pas arrêter de payer le salaire des fonctionnaires. Et puis d'ailleurs aussi des contractuels et des autres agents. Ça me paraît quand même une hérésie. Alors c'est vrai que formellement, l'université est autonome. Si elle ne peut plus payer, elle ne peut plus payer. Pour autant, et c'est bien ça le jeu de dupe des responsabilités et compétences élargies, c'est le ministère qui nous finance. Ça a été un leurre de croire qu'en montant des fondations et tout un tas d'opérations de communication, nous allions ramener des nouvelles sources de financement. Non, c'est un service public qui est financé par l'État. C'est pour ça qu'il y aura encore sans doute donc cette nouvelle réunion demain au ministère avec la présidence de l'université pour faire un nouveau point, un nouvel état des lieux. Restez avec nous encore quelques instants en plateau. On va écouter quelques étudiants. Nous sommes allés poser cette question. Êtes-vous inquiet pour l'avenir de votre université? Voici vos réponses au micro de Jonathan Villeman. Non, dans l'absolu non, parce que l'université en elle-même, je suis en médecine, donc c'est une nouvelle université qui vient d'émerger il y a 1 an. Et la médecine a un avenir certain, donc non, par définition, mon université est viable. Ouais, assez inquiète, mais bon, on verra. C'est le service public, donc normalement ils ne sont pas censés fermer. Un petit peu, oui, j'ai vu sur d'autres médias que l'université avait du mal à payer ses créanciers, donc ça nous inquiète comment elle va faire face à ses dettes et puis surtout ce qui va nous arriver à nous. Voilà. Vous avez peur de quoi? La réduction du nombre de professeurs, des TD qui vont grossir encore et encore et ça va être de plus en plus difficile de réussir. Oui, ça m'inquiète un peu vu qu'il y aura peut-être des formations qui vont fermer, donc bon. Oui, c'est quand même inquiétant. S'ils ferment quelques salles de cours, les étudiants ne pourront plus étudier, quoi. Probablement, mais le problème c'est qu'on n'est pas très au courant non plus de ce qui se passe, donc oui et non. Et pour compléter ces interventions d'étudiants, sachez que le syndicat étudiant UNEF a tenu une assemblée générale en fin de semaine dernière. Il a été décidé la mise en place d'un comité de mobilisation des jeunes ainsi que la mise en place d'une intersyndicale. Il y aura donc d'autres actions, d'autres réunions de prévues des syndicats étudiants envers les étudiants. Pour les syndicats des représentants des personnels, pour vous, comment ça va se concrétiser pour la suite des mois, des semaines à venir?
Sur l'inquiétude d'abord, moi je comprends tout à fait l'inquiétude des étudiants et je dois dire que je suis moi-même inquiet. Je ne suis pas inquiet peut-être pour le paiement des salaires, mais je suis inquiet pour le fonctionnement de mon université, clairement. Il me semble, il faut quand même regarder les choses en face, il y a deux grandes logiques possibles. Soit on dénonce le manque de financement de l'État à l'UVSQ comme ailleurs d'ailleurs, on pourrait aller plus précisément dans les chiffres, et ça moi je n'ai pas vu mon président le faire encore de manière vigoureuse, et on engage quand même d'une façon ou d'une autre la dénonciation, un processus de dénonciation de certains partenariats publics-privés, par exemple celui de performance énergétique qui nous coûte en surcoût 2 millions en ce moment par an, soit ces deux axes sont les axes principaux, disons, pour essayer de sortir de la situation. Si on ne va pas de ce côté-là, ces causes structurelles vont continuer dans les mois, les années à venir, en particulier évidemment les PPE, mais aussi la politique ministérielle. Et dans ce cas-là, c'est évident, c'est ce qui est malheureusement déjà en cours, c'est la suppression de certaines formations, des conditions de travail. Donc il y aura une mobilisation des enseignants aussi, oui, on peut l'imaginer. Incontestablement, oui, je pense. Oui. Nous suivrons les avancées bien sûr de ce dossier. Merci Jérôme Dauvio d'être venu sur ce plateau, alors que l'Université de Versailles 50 ans en Yvelines connaît de grandes difficultés financières. Et puis je le rappelle, le président de l'université était convié sur ce plateau. Il est le bienvenu s'il souhaite venir nous apporter plus de précisions sur le dossier. Merci à vous. Merci. On reste dans le domaine de l'éducation avec une bonne nouvelle cette fois-ci. À la rentrée 2015 à Montigny-le-Bretonneux devrait ouvrir à quelques pas du Vélodrome une nouvelle école, l'Estaca. C'est une école d'ingénieurs spécialisée dans le domaine des transports. L'heure est encore au chantier. Catherine Zulato, Jonathan Villeman. Un arbre en guise de première pierre, le chantier de l'Estaca, Montigny-le-Bretonneux, officiellement lancé. Ici, tout près du Vélodrome, ouvrira donc à la rentrée 2015 une école d'ingénieurs dédiée au domaine des transports, aéronautique, automobile, spatial ou ferroviaire. Et pour ce faire, sur une tablette, l'image du futur bâtiment en réalité augmentée, on s'y croirait. Ça révolutionne vraiment l'approche qu'on peut avoir d'un bâtiment. On ne se base plus sur un plan grâce à cette technologie, pas juste sur un plan, mais on peut vraiment augmenter ce plan et le voir directement le bâtiment, d'où le côté un peu révolutionnaire. La forme du bâtiment qui est cintrée, avec notamment ces profils en façade et ces dessins d'ouverture, veut exprimer ce mouvement permanent sur le bâtiment, oui. L'école va donc quitter ses locaux de Levallois-Perret pour venir à Saint-Quentin en Yvelines, un choix stratégique pour se rapprocher des sociétés d'ingénierie et des partenaires académiques comme l'Université de Versailles-Saint-Quentin et travailler sur les solutions de transport de demain. C'est tout ce qui est conduite automatisée et imaginez le matin, vous travaillez sur Paris, vous habitez un petit peu loin, et bien vous montez dans votre voiture, vous lâchez le volant sur l'autoroute, vous pouvez traiter vos mails, travailler et votre voiture est complètement prise en charge par l'infrastructure. Les transports de demain, c'est aussi une autre façon de penser la mobilité et c'est probablement moins de voitures, des véhicules partagés. C'est vraiment un secteur porteur. En plus, on a la chance d'être en relation très directe avec les partenaires industriels. Quasiment tous nos professeurs sont détachés de l'industrie, ont un travail d'ingénieur à côté et viennent donner quelques heures de cours dans leur spécialité. L'école accueillera la première année un peu plus de 1000 étudiants pour une capacité totale de 1500, un chantier à hauteur de 50 millions d'euros. Politique, Jean-Frédéric Poisson, député de la 10e circonscription des Yvelines, élu président du Parti chrétien-démocrate ce week-end. Il succède à Christine Boutin, autre yvelinoise qui avait démissionné en juillet dernier. Bonsoir Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. Une victoire nette ce week-end avec 73,28% des votes. Cette victoire nette, vous l'attendiez ? Très franchement, plutôt oui. Maintenant, ce qui est très bien, c'est que nous ayons pu démontrer que les transitions à la tête d'un parti politique peuvent se faire dans des conditions nettes, parfaitement apaisées, sans division et sans agressivité particulière. C'est à la fois conforme à ce que nous souhaitions et puis à notre propre identité et à ces valeurs que nous voulons défendre. Quelles seront vos priorités ? Vous nous disiez sur le plateau, vous étiez en ligne déjà avec nous en fin de semaine dernière et vous nous expliquiez que ce serait une succession sans révolution. Vous alliez vous inscrire dans la continuité de ce qui avait été fait par Christine Boutin. Oui, parce que d'abord j'ai participé à la fondation de cette famille politique, donc je suis également héritier de ses origines. Deuxièmement, les raisons qui nous ont poussés à conduire le Parti chrétien-démocrate dans la scène politique sont encore valables aujourd'hui, c'est-à-dire que les personnes sont atteintes dans leur dignité, dans leurs conditions de vie, et c'est ce qui nous motive
positive avant tout pour nous engager politiquement. Et troisièmement, nous voulons faire de la famille, de l'entreprise, de l'association, du territoire, les premiers objets de notre action, parce que c'est là que les gens vivent au quotidien, et c'est là qu'ils souffrent également. Donc c'est ça qui doit être le premier objet de notre attention. La liaison téléphonique est pas très bonne. On va juste conclure. J'ai une dernière question à vous poser. Quels seront les liens avec l'UMP au cours des prochains mois? Vous allez rester dans le giron de ce parti, de l'UMP? Vous allez marquer vos différences? Non, au début nous sommes à la fois associés avec l'UMP sans être mariés. Ça veut dire que nous sommes capables d'avoir beaucoup de champs de coopération, localement dans les territoires ou à l'Assemblée nationale, ou dans les chambres du Parlement, et partout, simplement, il y a des choses qui nous sont chères, auxquelles nous tenons, et effectivement, nous voulons qu'elles soient prises en compte. Donc, associés, pas mariés, ça veut dire que la majorité du temps, nous travaillons ensemble, sans toutefois être complètement liés indissolublement les uns aux autres. Merci Jean-Frédéric Poisson d'avoir réagi suite à votre élection. Vous êtes le nouveau président du Parti chrétien-démocrate, également député de la 10e circonscription des Yvelines. Politique toujours, et Christiane Taubira, la ministre de la Justice, qui fait le tour de France à la rencontre des professionnels de la justice pour préparer une réforme judiciaire et pénale. Une concertation a lieu sur différentes thématiques. Claire Cambier et Jonathan Villeman. La ministre de la Justice, Christine Taubira, s'est rendue aujourd'hui à la cour d'appel de Versailles. Elle y a rencontré les professionnels du secteur pour parler des juridictions du XXIe siècle. Le bâtonnier de Versailles en a profité pour lui parler de l'aide juridictionnelle. On se souvient qu'il manifestait encore au début du mois sa crainte, une baisse du budget de l'État. La garde des Sceaux a cherché à le rassurer. Pas de décision hâtive, qui serait effectivement regrettable. C'était le cas notamment lorsqu'on a imaginé baisser l'indemnité il y a quelques mois. Aujourd'hui, tout cela est mis de côté. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions discuter de l'avenir de l'aide juridictionnelle, de sa composante, des budgets, de la participation, par exemple, de budgets extérieurs à l'État. Il faut que tout ça soit discuté et je crois que ce sera fait dans l'année 2014-2015. Autre point évoqué, le fonctionnement des conseils des prud'hommes et des juridictions sociales, ainsi que la justice des mineurs. Principal problème, des délais trop longs. Il faut corriger l'accumulation de missions qui dispersent les énergies, les intelligences, le temps, les moyens. Il faut réorganiser. De même, pour les mesures immédiates, j'ai introduit dans le projet de loi d'habilitation toute une série de mesures de simplification qui vont alléger, clarifier, simplifier et donc permettre un travail plus facile. En fin d'après-midi, des manifestants contre le mariage pour tous l'attendaient, mais le passage de la garde des Sceaux, ministre la plus protégée du gouvernement, n'a pas été perturbé. Christiane Taubira qui a annoncé un dégel de 209 millions d'euros, la création de 1000 postes de greffiers, 252 magistrats et 590 fonctionnaires. L'avant-première du film La Marche ce dimanche à l'UGC en présence du réalisateur Nabil Benyadir et puis de l'un des comédiens issus du territoire saint-quentinois, Jamel Debbouze, un film en hommage aux 30 ans de la Marche des Beurs, cette marche pour l'égalité et contre le racisme, une adaptation cinématographique qui trouve un écho malheureusement dans l'actualité. Aurélia Debussy. Dimanche, l'UGC de Saint-Quentin accueillait Jamel Debbouze, trappiste d'origine, et l'équipe du film La Marche à l'occasion d'une projection en avant-première. Un long métrage librement inspiré de la marche pour l'égalité et contre le racisme, mouvement qui 30 ans plus tôt dénonçait les conditions des immigrés en France. Une marche pacifiste partie de Marseille le 15 octobre 1983 pour rejoindre Paris avec un cortège de 100 000 personnes en décembre. C'est une histoire assez extraordinaire. De voir des jeunes inspirés par Gandhi qui décident d'organiser une marche non violente pour l'égalité contre le racisme, ça résonne, mais c'est avant tout un sujet cinématographique en or, qui plus est une histoire vraie, donc je pense que malheureusement ou heureusement pour certains, les agendas concordent et on se dit que ce film a besoin d'être vu maintenant. Besoin d'être vu maintenant, peut-être parce que le film soulève la question du sens des 30 ans de la marche aujourd'hui. La France a-t-elle changé ? Plein de choses ont changé. La preuve, on fait un film aujourd'hui et comme ça, il y a un millier de choses qui ont été faites. Aujourd'hui, il suffit de regarder les journaux pour voir les personnalités préférées des Français. On a Omar, on a Jamel, Gad, tous des gens, des enfants d'immigrés. Le racisme, il est présent chez certains Français, mais la France n'est pas un pays raciste et ce film, en tout cas, nous, on essaie de le démontrer.
La France n'est pas raciste. C'est un climat qui revient à la même heure, au même moment pour les municipales ou à la veille de chaque élection, on nous ressasse les mêmes trucs. À nous de pas tomber dedans. À nous de pas accorder de crédit à Jean-Marie Le Pen parce qu'elle dit des bêtises. C'est son père avec des cheveux, vous avez pas vu, faut pas vous faire niquer. Et puis c'est ces journaux qui racontent tout et n'importe quoi, on les connaît depuis des années. Le fait d'en parler, ça en fait vendre. C'est pas inquiétant pour l'instant. La seule chose qui m'inquiète, c'est effectivement le chômage. C'est les infirmières qui se plaignent, c'est les routiers qui deviennent fous, c'est les agriculteurs qui se tuent. Ça, c'est inquiétant. La crise économique est vraiment inquiétante et souvent, ça va de pair. Alors ne confondons pas la crise et le racisme. Sortie nationale du film le 27 novembre. Et puis également ce lundi 18 novembre, nous n'oublions pas l'actualité nationale avec ce tireur à Paris qui est toujours recherché dans l'ensemble de l'Ouest parisien. Si vous nous suivez en direct en ce début de soirée, sa photo a été divulguée. Il est forcément dangereux, armé, un homme au crâne rasé de forte corpulence, âgé d'une quarantaine d'années. Il n'a pas été identifié. Selon le procureur de la République de Paris, un appel à témoins a été lancé. Le numéro s'est affiché sur votre écran. Et nous avons aussi une pensée pour notre confrère de Libération, assistant photographe de 27 ans, dans un état grave, blessé par le tireur, par un fusil de chasse. Le journal revient mardi en direct, 18h, le nouveau point complet sur l'actualité locale, le 7-8, l'actu, chaque soir de la semaine. À demain.